En RDC, l'UDPS, le parti de l'opposition, a investi samedi Félix Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle annoncée pour le 23 décembre prochain. C'était lors de son congrès tenu ce week-end à Kinshasa. En Sierra Leone, le dépouillement a débuté après une journée de vote samedi où quelques 3,1 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président. Les résultats s'annoncent serrés entre le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition. Et puis au Burundi, les responsables du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ont pris depuis mars une série de décisions qui entretiennent la polémique et qui inquiètent les Burundais qui vivent une grave crise politique depuis 2015. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le parti historique de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a investi samedi Félix Tshisekedi, candidat à l'élection présidentielle annoncée pour le 23 décembre prochain. C'était lors de son congrès tenu ce week-end à Kinshasa. Félix Tshisekedi a également été plébiscité à la présidence de l'UDPS en remplacement du fondateur du parti, son père Étienne Tshisekedi. Les images. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a investi samedi lors de son congrès Félix Tshisekedi, candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Donc à l'UDPS, nous avons choisi de nous doter à notre candidat et c'est la personne de M. Félix Tshisekedi que nous attendons soutenir à la prochaine élection. Le Congrès a aussi plébiscité Félix Tshisekedi à la présidence de l'UDPS avec 790 voix sur 803 votants, soit 98,38% des voix. Il remplace ainsi son père, le fondateur du parti Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Je suis convaincu que l'UDPS arrivera au pouvoir cette année. Devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections. L'opposition congolaise, incapable pour l'instant de surmonter les différences internes et les égos, amorce ces élections en rang dispersé. Jusqu'à présent, allié de Félix Tshisekedi, l'opposant en exil Moïse Katumbi avait aussi fait acte de candidature en réunissant ses soutiens en Afrique du Sud au mois de mars dernier. Bien sûr que notre alliance avec M. Katumbi continue dans le cadre du rassemblement. C'est là parce que le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Nous sommes une plateforme de combat et d'alternance. Des élections déjà prévues fin 2017 ont été reportées au 23 décembre 2018 pour remplacer le président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. En Sierra Leone, le dépouillement a débuté à l'issue de la journée de vote d'hier samedi où quelques 3,1 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président. Les résultats s'annoncent serrés entre Samura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, et Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, le parti d'opposition. Reportage. Dans la capitale Freetown, plusieurs bureaux de vote ouverts samedi à 7h GMT ont fermé comme prévu à 17h et le dépouillement a immédiatement commencé en présence d'observateurs nationaux et internationaux et de représentants des deux partis concurrents. C'était à l'issue d'une journée de vote où le scrutin s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Cependant, des électeurs ont contesté la présence de nombreux militaires et policiers armés aux abords des bureaux de vote lors d'échanges tendus avec les forces de l'ordre. Ils étaient quelques 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais convoqués aux urnes samedi pour choisir leur nouveau président dans le cadre d'un second tour très indécis entre le dauphin du président sortant, Samura Kamara, et le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, arrivé de peu en tête au premier tour. Les résultats qui sont attendus en début de semaine prochaine s'annoncent serrés entre les deux candidats. Selon plusieurs analystes politiques, la victoire pourrait se jouer à Freetown, la capitale, et dans le district diamantifère de Kono, dans l'est du pays, traditionnellement considéré comme un swing state.
Au Burundi, les responsables du CNDD-FDD ont pris depuis début mars une série de décisions qui entretiennent la polémique dans ce pays qui traverse une grave crise politique depuis 2015. Des décisions du parti au pouvoir qui commencent à inquiéter les Burundais. Les détails. Pierre Nkurunziza a d'abord été élevé à un titre en Kirundi que son parti a traduit par visionnaire permanent et que la presse avait traduit par guide suprême éternel. Puis le CNDD a ordonné que tous les militants de ce parti allaient désormais consacrer le jeudi de chaque semaine à la prière et au jeûne. Mais ce parti, dont le chef Pierre Nkurunziza est un born-again évangélique qui n'hésite pas à chanter avec sa chorale et à prêcher la bonne parole dans les stades, n'en est pas resté là. Il y a quelques jours, le parti CNDD-FDD au pouvoir a édité de nouvelles règles internes. Tous les militants concernés ont désormais 6 mois pour reconnaître leur enfant hors mariage et renoncer définitivement à l'adultère, sinon la radiation. Autre annonce qui était passée inaperçue en août 2017, le président Nkurunziza avait demandé à ses militants d'ériger une pierre de 3 tonnes à l'endroit où ils avaient organisé une de ces croisades annuelles pour marquer leur alliance avec Dieu. Son parti vient de décider qu'ils iront en pèlerinage sur cette colline de Gitega au centre du pays, désormais un lieu de culte et de prière pour eux chaque année pendant 3 jours pour rendre grâce à Dieu. Le CNDD-FDD devient comme une secte, Nkurunziza devient comme un gourou en devenant son guide suprême éternel. Avec des prières, des lieux de pèlerinage, ce sont des choses extrêmement graves. Le porte-parole adjoint de la présidence, Alain Diomède Nzeyimana, nie et parle de simples décisions internes au parti au pouvoir, qui a choisi d'honorer Nkurunziza pour son œuvre et ses conseils. C'est une décision interne au parti qui n'engage pas l'opposition, assure-t-il. Des responsables du CNDD-FDD assurent que Pierre Nkurunziza restera au pouvoir au Burundi tant qu'il honorera sa promesse de placer Dieu au premier plan. Un vent d'égalité entre les sexes serait-il en train de souffler sur la Tunisie? Après l'adoption d'une série de mesures, ce pays traditionnellement perçu comme pionnier dans le monde arabe en matière de droits des femmes décide de s'attaquer au tabou de l'héritage. Plus de précision à travers ces images. Plusieurs années après l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014, l'un des principaux acquis de la révolution, les choses bougent. Ce texte avait été loué à l'époque pour les garanties qu'il apporte à l'égalité homme-femme avant que sa mise en application ne s'enlise. Depuis l'été dernier, la dynamique semble relancée. Dans un discours le mois dernier, à l'occasion du jour de la fête de la femme, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, avait en outre relancé le débat sur le délicat sujet de l'héritage en jugeant que la Tunisie se dirigeait inexorablement vers l'égalité dans tous les domaines. Cette égalité successorale s'annonce comme l'une des réformes les plus épineuses pour la Commission des libertés individuelles et de l'égalité créée l'été dernier par le président afin de traduire dans la législation l'égalité inscrite dans la Constitution. Nous avons fait l'état des lieux de toutes les lois liberticides. Et nous sommes allés dans l'esprit de respecter les libertés individuelles qui sont pour la première fois dans la Constitution. Nous avons aussi élaboré un code de liberté individuelle, lequel code, bien sûr, définit les libertés individuelles une à une, mais aussi prévoit les sanctions en cas de violation de ces libertés. Donc c'est un travail quand même assez important. Le code successoral tunisien inspiré du droit islamique prévoit qu'un homme reçoive le double d'une femme de même rang de parenté, une disposition commune à nombre de pays musulmans et souvent peu débattue. Mais les rares sondages laissent entendre qu'une majorité de personnes y est opposée. Pourtant, nombre de familles appliquent déjà cette égalité dans les faits par une donation du vivant des parents. Et preuve que le débat public existe, plus de 1500 personnes ont manifesté début mars à Tunis pour que cesse cette discrimination. Selon des observateurs, il existerait une opportunité avant la présidentielle et les législatives de 2019, étant donné la forte emprise qu'exerce le président Essebsi sur le pouvoir et le consensus forgé entre son parti Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda.
En Libye, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué en début de week-end un attentat suicide perpétré la veille dans l'Est. C'était contre les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. 8 personnes ont été tuées et 8 autres blessées, dont des civils, dans cette attaque qui a visé jeudi un barrage de sécurité tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée de la ville d'Ajdabia, à 840 km à l'est de Tripoli. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'EI affirme qu'un kamikaze présenté comme Abu Kadma al-Saeh a fait exploser son véhicule à un barrage des forces de Haftar, tuant ou blessant 19 d'entre elles. Le général Fawzi al-Mansouri, haut responsable local de sécurité à Ajdabia, avait indiqué que des civils figuraient parmi les victimes. Ils étaient de passage au moment de l'attaque, a-t-il indiqué, ajoutant que le véhicule conduit par le kamikaze transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de mois dans cette région de Libye. Un premier attentat suicide, aussi revendiqué par l'EI, avait fait 3 blessés le 9 mars à 60 km au sud d'Ajdabia. Malgré la perte de son fief de Sirte, dans le nord du pays, en décembre 2016, l'EI reste actif, notamment dans le centre et le sud libyen. La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Elle est dirigée par 2 autorités rivales. À Tripoli, le gouvernement d'union nationale GNA, soutenu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle installé dans l'est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Hors du continent africain, plus précisément à Istanbul en Turquie, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le consulat d'Israël pour une manifestation pacifique de protestation. La mobilisation vient en soutien aux Palestiniens au lendemain d'affrontements qui ont fait plus d'une dizaine de morts à Gaza. Reportage. Halte à la barbarie et à l'injustice. C'est par ces mots que ces dizaines de Turcs ont investi la devanture du consulat d'Israël à Istanbul. Une mobilisation pour décrier et condamner les récentes exactions survenues au niveau de la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et enfants, ont eu à converger le long de la barrière frontalière qui sépare la dite bande dans le cadre de la grande marche du retour. Une marche devant exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Un petit nombre d'entre eux s'étaient approchés à quelques centaines de mètres de la barrière ultra sécurisée régulièrement le théâtre de heurts sanglants entre habitants de l'enclave et soldats. Et c'est à ce niveau, justement, que les soldats ont répliqué en tirant à balles réelles et en faisant usage de gaz lacrymogène. 16 Palestiniens, rapporte le ministère de la Santé, dans la bande de Gaza, ont été tués par les forces israéliennes et plus de 1400 blessés, dont 758 par des balles réelles. Les autres ont été blessés par des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène. L'indignation est allée au-delà de cette mobilisation. L'Union européenne réclame une enquête indépendante sur l'usage de munitions réelles par l'armée israélienne ayant occasionné les cas de décès dénoncés. Il s'est agi de la journée la plus sanglante depuis la guerre de 2014 à Gaza. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.